Le Trésor américain dit avoir simplement allégé une règle administrative. Sauf qu'il y a un détail qu'on ne vous a pas dit, ils sont en train d'effacer la preuve. Attendez, laissez-moi vous montrer exactement ce qui vient de se passer, parce que la version officielle et la réalité, ce sont deux choses complètement différentes. Cette semaine, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor, celui qui s'appelle FinCEN, a publié une règle finale. Cette règle supprime, de façon permanente, l'obligation pour les entreprises américaines de déclarer qui possède réellement la société. Jusque-là, on pourrait presque y croire, une simplification administrative parmi d'autres, sauf que FinCEN a annoncé le même jour qu'il allait supprimer les informations déjà collectées auprès des personnes américaines dans la base de données existante. Pas seulement arrêter de collecter, effacer ce qui existe déjà. Et cette base de données, ce n'était même pas un registre public. Personne ne pouvait la consulter en ligne comme un annuaire. Elle servait à une seule chose, donner aux enquêteurs, FBI, ministère de la Justice, un moyen de remonter jusqu'au vrai propriétaire d'une société quand cette société était mêlée à une affaire de blanchiment, de trafic, de corruption. Alors la question qu'on devrait tous se poser, c'est pas pourquoi ils ont changé une règle, c'est pourquoi précisément ils ont choisi d'effacer ce qui existait déjà. Et deuxième question, tout aussi gênante, qui concrètement sort gagnant quand une base d'enquête disparaît du jour au lendemain. Je vais vous montrer le mécanisme complet dans les prochaines minutes, la façade légale qu'ils utilisent, le vrai bénéficiaire de la manœuvre, et un deuxième dossier, presque invisible, qui suit exactement le même schéma au même moment, et tout de suite, une première donnée concrète pour que vous voyez que ce n'est pas une élucubration. Cette loi, celle qu'on est en train de démanteler, s'appelle le Corporate Transparency Act. Elle a été votée en 2020 avec un soutien républicain massif à une époque où personne, dans aucun camp, ne voulait défendre le blanchiment d'argent. Que les grands médias conservateurs n'en parlent presque pas, ce n'est plus vraiment un hasard. Vous ne verrez pas ce dossier en ouverture sur les chaînes proches de l'administration. Et ce n'est pas parce que l'histoire manque d'intérêt. Un dernier point avant d'aller plus loin, parce qu'il compte. Ce que je vous rapporte ici s'appuie sur le texte officiel de la règle publiée par le Trésor, sur le communiqué de FinCEN lui-même et sur les déclarations publiques de deux élus qui ont porté cette loi au Congrès, Tom Malinowski et Sean Casten. Là où je vous rapporte une accusation d'intention plutôt qu'un fait établi, je vous le dirai clairement, Tom Malinowski, ce n'est pas n'importe qui sur ce dossier. C'est l'ancien représentant démocrate du New Jersey qui a coporté cette loi avec, à l'époque, le soutien d'un certain Mike Waltz, alors élu républicain, axé sécurité nationale, aujourd'hui ambassadeur de Trump aux Nations Unies. Malinowski a écrit, noir sur blanc, que cette suppression, c'est comme si Trump ordonnait la destruction du fichier d'empreintes digitales du FBI. Vous voyez le problème. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste de la paperasse qu'on allège, une règle jugée trop lourde pour les petites entreprises. Ça paraît presque raisonnable, non? Sauf que non. Parce que cette base ne visait jamais les petites entreprises ordinaires, elle visait un mécanisme précis, utilisé depuis des années par des criminels du monde entier, et ce mécanisme, il est né ici, aux États-Unis. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche concrètement, parce que c'est là que tout prend son sens. Pendant des décennies, on a cru que les criminels cachaient leur argent dans des comptes suisses ou sur de petites îles des Caraïbes. En réalité, les États-Unis sont devenus un nœud central du blanchiment international, en particulier via des États comme le Delaware, où n'importe qui, dans le monde entier, pouvait enregistrer une société sous un nom totalement anonyme. Ça s'appelle une société écran. Prenez un exemple simple. Un oligarque russe veut acheter un condo en Floride, disons, à un promoteur qui s'appelle Donald Trump. Ni l'un ni l'autre n'a envie que ça se sache. L'oligarque trouve un avocat à Miami qui crée une société au Delaware, parfois sous son propre nom d'avocat, parfois sous un nom fictif. Pour faire bonne mesure, cette société en crée 20 autres sous la même ombrelle. L'une d'elles ouvre un compte bancaire aux îles Caïmans. Et c'est cette dernière entité qui, sur le papier, achète le condo. Résultat, le fisc ne sait rien, les enquêteurs ne savent rien, et le nom du propriétaire sur le registre ressemble à une suite de chiffres et de lettres sans visage. C'est exactement ce que le Corporate Transparency Act est venu casser. La loi obligeait chaque société enregistrée aux États-Unis à déclarer son véritable propriétaire au Trésor dans un formulaire non public réservé aux enquêteurs.
Ça ne changeait rien pour l'écrasante majorité des entrepreneurs honnêtes. Mais pour l'avocat qui monte le montage à 20 sociétés, ça changeait tout parce qu'il devait désormais, quelque part dans la chaîne, écrire un vrai nom. Regardez bien ça. On vient de démanteler exactement ce mécanisme, sans exception, sans nuance, en une seule décision administrative. Et le pire, c'est que la loi avait déjà commencé à produire un effet dissuasif concret. D'après Malinowski, une fois que l'avocat devait faire signer un vrai nom sur un formulaire transmis au Trésor, une partie des clients qui voulaient rester anonymes allaient tout simplement voir ailleurs, vers des juridictions moins regardantes. Ce n'était pas parfait. Mais ça rendait le montage plus risqué, plus coûteux, moins automatique. C'est précisément ce frein-là qu'on vient de retirer d'un seul coup pour absolument tout le monde. Si vous vous contentez des chaînes classiques pour suivre ce genre de dossier, cette mécanique-là, vous ne la voyez jamais expliquée en détail. Et voilà où ça devient intéressant. Parce qu'il y a un vrai débat de fond derrière cette histoire et il faut lui rendre justice avant d'aller plus loin. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que la mise en œuvre de cette loi a effectivement pesé sur des gens qui n'avaient absolument rien à cacher. Malinowski lui-même le reconnaît, sans détour. Des bénévoles de conseils d'administration, de copropriété, de petites associations locales ont dû payer des avocats plusieurs centaines de dollars simplement pour remplir un formulaire administratif qui, pour eux, n'avait aucun sens. Ce n'est pas un argument inventé pour la forme. C'est un vrai fardeau pour des gens réels. Et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. Sauf que ce constat mène logiquement à une solution précise, pas à celle qui a été choisie. Si le problème, c'est que certains petits acteurs sont injustement pénalisés, la réponse est une exemption ciblée pour ces cas-là, pas l'abrogation totale de la loi pour tout le monde, et surtout pas la destruction rétroactive des données déjà collectées sur des sociétés qui, elles, avaient de vraies raisons de rester anonymes. On peut réparer un vêtement déchiré à un endroit précis sans brûler toute la garde-robe. Et c'est précisément là que ça coince, parce que l'administration avait le choix entre deux routes. Route 1, corriger l'irritant pour les petits propriétaires, garder le dispositif pour les vrais montages. Route 2, tout supprimer, y compris la mémoire de ce qui existait avant. Ils ont choisi la route 2. Et une administration qui choisit systématiquement l'option la plus large, la plus radicale, celle qui profite le plus au gros dossier plutôt qu'au petit. Cette administration nous dit quelque chose sur ses vraies priorités, même quand elle prétend agir pour les petits entrepreneurs. Ce n'est pas un accident de rédaction juridique, c'est une méthode. Sean Casten, élu démocrate, qui a aussi porté cette loi, a été encore plus direct. Ce n'est pas une option d'interprétation laissée au Trésor, c'est une loi votée par le Congrès. Le Trésor ne peut pas juridiquement décider, seul, de ne plus l'appliquer. Et Malinowski le confirme, ça va finir devant les tribunaux et ça sera probablement annulé. Mais voilà le vrai problème, celui qui donne le vertige. Même si un juge annule la règle dans 6 mois, 1 an, 2 ans, la suppression des données, elle pourrait être irréversible. On ne peut pas annuler un effacement. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. Ils n'ont pas cassé la règle, ils ont cassé la mémoire de la règle. D'après Malinowski lui-même, la division qui traite la criminalité en col blanc au ministère de la Justice a été, selon ses propres mots, littéralement vidée de sa substance depuis le début du second mandat. Ce n'est pas un fait que je peux vérifier chiffre par chiffre en direct, donc je vous le rapporte comme ce que c'est. Le témoignage d'un ancien élu directement impliqué dans ce dossier, pas un rapport d'audit indépendant. Mais mis bout à bout avec ce que je vais vous montrer maintenant, ce témoignage prend un tout autre relief. Et ce premier dossier, aussi grave soit-il, n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il y a un deuxième chapitre, presque invisible, parce qu'il n'a jamais fait la une d'un journal télévisé, et il change complètement la portée du premier. En février 2025, quelques semaines à peine après le début du second mandat, la Maison-Blanche a signé un décret suspendant pendant 180 jours l'application du Foreign Corrupt Practices Act. C'est la loi, vieille de 1977, qui interdit aux entreprises américaines de verser des pots de vin à des gouvernements étrangers pour décrocher des contrats. Première pause de ce genre depuis que la loi existe. Officiellement, la pause a été levée en juin 2025 avec de nouvelles lignes directrices
Mais ces lignes directrices, d'après plusieurs cabinets d'avocats spécialisés qui suivent le dossier de près, recentrent désormais les poursuites sur ce qui sert les intérêts économiques et stratégiques américains plutôt que sur la simple existence d'un pot de vin. Vous voyez le glissement. Et pendant que ça se joue d'un côté, de l'autre côté, à l'Internal Revenue Service, le fisc fédéral, l'unité chargée d'auditer les milliardaires et les ultra-riches, celle qu'on appelle Global High Wealth, a perdu 38% de ses effectifs en 2025, d'après une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation publiée en mars. 353 personnes avant les coupes. Des dossiers d'audit sur des grandes fortunes et des multinationales sont aujourd'hui abandonnés, faute de personnel pour les terminer, selon plusieurs agences citées dans cette même enquête. Ce chiffre-là ne sort pas d'un communiqué de presse partisan. Il sort d'une enquête journalistique indépendante avec des sources nommées à l'intérieur même de l'agence. Un peu de contexte, parce qu'il change tout. En 2022, le Congrès avait justement voté 80 milliards de dollars sur 10 ans, via la loi de réduction de l'inflation, spécifiquement pour muscler ce genre d'audit et cesser de ne contrôler que les travailleurs qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat fiscaliste. La dernière fois que Washington avait sabré ce type de budget, entre 2010 et 2021, le taux d'audit des millionnaires et des milliardaires s'était effondré de 77%. On connaît déjà la fin du film parce qu'on l'a déjà vu une fois. C'est un peu la grenouille qui s'habitue à une eau qui chauffe doucement. Personne ne bondit hors de la casserole parce que chaque coupe budgétaire prise isolément paraît raisonnable. Ce n'est pas un hasard de calendrier, tout ça en même temps. On efface la trace des vrais propriétaires de sociétés. On suspend puis on édulcore la loi anticorruption à l'étranger. On vide l'unité chargée d'auditer les plus riches. 3 décisions, 3 agences différentes, la même direction. Et vous trouvez ça vraiment normal que tout ça arrive en l'espace de la même année? C'est pas anodin ce qui se passe là, parce que si vous mettez les 3 dossiers côte à côte, une évidence saute aux yeux, une évidence qu'aucun communiqué de presse ne va jamais formuler pour vous. C'est pas une exception qui a des ratés. C'est une classe entière qui vient de s'écrire une immunité. Revenez avec moi à la question du départ. On a commencé avec une base de données qu'on nous a présentée comme un simple ajustement bureaucratique. Vous êtes venus pour comprendre pourquoi le Trésor efface des dossiers. Vous repartez avec la preuve que cet effacement n'est qu'un morceau d'un ensemble bien plus large. Un ensemble qui touche la corruption à l'étranger, l'audit des grandes fortunes et la mémoire même de qui possède quoi sur le sol américain. Ce qui ressemblait à un ajustement technique isolé est en réalité une architecture cohérente, construite pièce par pièce, agence par agence. Cette impression de ne pas avoir toute l'histoire, si elle vous a traversé l'esprit en entendant parler d'une simple règle administrative, elle était fondée, pas exagérée. Il faut savoir que le contexte politique de cette manœuvre n'est pas neutre non plus. Le président lui-même a, dans le passé, été un homme d'affaires dont les propriétés ont attiré des acheteurs étrangers dont l'identité réelle est restée à plusieurs reprises difficile à établir publiquement ce qui reste. À ce stade, une observation structurelle sur le secteur immobilier de luxe plutôt qu'une accusation précise visant une transaction nommée. Mais l'ironie, elle, est difficile à ignorer. C'est furieusement une réédition du Cheval de Troie. Sauf que cette fois, c'est l'administration elle-même qui ouvre la porte de l'intérieur à la structure qu'elle est censée surveiller. Il poursuit d'ailleurs régulièrement des médias pour diffamation, réclamant des milliards de dollars, tout en supprimant, lui, une base qui aurait pu documenter qui possède réellement quoi dans son propre secteur d'activité. En clair, il exige la transparence des autres à coup de procès et il efface la sienne à coup de règlement administratif. C'est pas de la maladresse, c'est une manière de faire répétée assez souvent pour ne plus être accidentelle. Et cette fois, on vous a même donné le mode d'emploi complet. D'abord, on suspend, ensuite on édulcore, puis on vide les effectifs, et enfin, on efface la mémoire. 4 étapes, 3 agences, une seule direction. On nous explique que tout ça part d'une volonté de simplifier la vie des petites entreprises américaines. Sauf que les petites entreprises américaines n'ont jamais eu besoin qu'on efface une base d'enquête sur le blanchiment pour prospérer. Ça, c'est un peu comme prétendre qu'on éteint l'incendie en jetant le camion de pompiers dans les flammes avec le reste. Ceux qui ne regardent que les gros titres de 30 secondes ratent exactement la partie qui compte ici. Ce n'est jamais l'annonce elle-même qui est grave, c'est toujours ce qu'elle rend impossible à vérifier plus tard. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement cette règle fine saine prise isolément,
C'est ce qu'elle révèle sur la manière dont une administration entière traite systématiquement la criminalité en col blanc, la corruption des gens de sa propre classe sociale comme un problème secondaire, presque comme un détail administratif qu'on peut effacer d'un clic. On s'occupe des petites polémiques du jour pendant que le vrai dossier brûle en silence, un peu comme Néron qu'on imagine s'occuper de futilités pendant que l'essentiel part en fumée, et rien ne dit que ça s'arrête là. Malinowski lui-même l'a dit sur le plateau, ce dossier ira devant les tribunaux, une cour pourrait un jour annuler cette règle. Mais les données, elles, peuvent être déjà parties pour de bon, et aucun jugement, aussi juste soit-il, ne peut ressusciter un fichier supprimé. Et pendant que cette question reste sans réponse devant les tribunaux, ce sont les enquêteurs de terrain, ceux du FBI, ceux des unités anti-blanchiment locales, qui perdent un outil qu'ils utilisaient concrètement pour remonter des filières de trafic et de corruption, pendant que les porte-paroles du Trésor, eux, continuent de présenter ça comme un simple allègement réglementaire pour les petites entreprises. Je vous promets une chose, dès que ce dossier atterrira devant un tribunal, ou que de nouveaux chiffres sortiront sur l'IRS ou sur le FCPA, vous le saurez ici en premier, avec les documents à l'appui, pas avec des rumeurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ça.